Bonjour Jean-Jacques Lenné. Bonjour. Tu es proviseur du lycée Max Linder de Libourne et ton établissement expérimente un espace numérique de travail depuis maintenant 1 an et demi. Tout d'abord, parle-nous un petit peu de ton lycée. Oui, alors c'est un lycée général et technologique, très fortement général, mais en fin de compte avec une représentation LESS, STG, enfin STMG demain, et ST2S, quelques BTS, assez peu. Une implantation géographique qui est très large, c'est-à-dire on a un bassin de recrutement important. À cause de ça, des problèmes de communication à terme, et donc la mise en place à terme de l'ENT, c'est-à-dire l'expérimentation qu'on a engagée, était d'autant plus intéressante pour nous. Quel effectif dans ton établissement? Un peu plus de 1800 élèves, 1850 élèves. Et en enseignant? 160, selon les années, 160, 170 élèves. Et quel choix de NT a été fait pour l'expérimentation dans ton lycée? Alors, on a fait une analyse sur différentes plateformes possibles. On a au moins analysé 4 ou 5 plateformes. Finalement, on a pris eTop. Et c'est vous qui avez décidé, donc? Oui. Finalement, on a pris eTop. On l'a proposé en expérimentation au niveau de la région qui l'a validé. eTop avait un avantage, c'est qu'il était facile de l'intégrer à des systèmes préalables, c'est-à-dire existants, c'est-à-dire qu'on avait Pronote, etc. Il n'y avait pas de problème de compatibilité. Or, notre intérêt, c'était de faire une forme un ENT qui pouvait associer déjà des éléments numériques qui étaient déjà en place, tout particulièrement tout ce qui était Pronote, etc. Et puis tout ce qui découle de ça, absence, note, etc. Donc le système a été mis en place graduellement, c'est-à-dire qu'on a commencé il y a en effet 1 an et demi. On avait l'avantage, c'est que nos enseignants, on avait un nombre d'enseignants relativement important, au moins le tiers, un gros tiers, d'enseignants qui étaient déjà sur des supports de communication du type Argos qui avaient été mis en place dans cette académie. Donc on ne partait pas de rien. Il y avait une pratique avec des éléments d'échange, groupes de travail, etc. qui existaient. Donc on a pu, en implantant eTop, avoir la possibilité de développer cette plateforme numérique dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'on ne partait pas de rien. Au plan des équipements matériels, tout simplement, au plan du technique, avant de parler de l'ENT proprement dit, l'établissement était prêt à recevoir l'espace numérique de travail, la plateforme? Le problème de l'espace numérique de travail tel qu'on l'a conçu, c'était d'un côté en effet des implantations informatiques dans l'établissement, mais c'était plutôt pour favoriser au contraire la communication externe. C'est-à-dire que des élèves de l'extérieur puissent soit récupérer des corrigés, soit récupérer des éléments de renforcement d'une démarche pédagogique, soit au contraire récupérer un certain nombre de sources que communiquait l'enseignant. On était plutôt dans ce schéma-là, c'est-à-dire que l'importance des groupes de travail et donc la communication que les élèves en ont, c'est-à-dire c'est vraiment une sorte de recherche pour les élèves, de récupérer des informations supplémentaires, récupérer aussi des éléments qui leur complètent les cours ou qui les aident à une meilleure compréhension d'un certain nombre de devoirs engagés, etc. etc. Mais la partie, bon, on va essayer de les séparer. Si je comprends bien, tu abordes essentiellement la dimension pédagogique de l'ENT. Pour essayer de l'évacuer rapidement, les volets vie scolaire... Alors les volets vie scolaire étaient quand même, en partie, on pourrait dire, gérés par Pronote. C'est-à-dire l'intérêt, c'est que maintenant, en venant avec un seul code, on décline l'ensemble. C'est-à-dire qu'on a aussi bien l'absence des profs, on a un cours déplacé, on a les dates de conseil, on a le cahier de texte numérique, on a un certain nombre d'éléments, mais en passant par la même entrée. C'est ça qui était intéressant. À l'intérieur de la même entrée, on décline un certain nombre de portes, en fait. Et c'est comme dans un appartement, il y a différentes pièces. Et les parents, les élèves, les enseignants peuvent utiliser ça. L'intérêt du système qu'on avait, c'était sa flexibilité et sa convivialité. Or, c'était déterminant parce que pour que ce soit possible, il fallait prévoir justement une formation initiale. Bon, alors justement, cette formation, comment a été assuré l'accompagnement pédagogique des enseignants? Alors, l'accompagnement pédagogique des enseignants était l'élément déterminant. Bien sûr. C'est-à-dire que l'expérimentation pouvait marcher qu'à cette condition-là. C'est-à-dire que, pour reprendre, en fait, on a dans la plupart des établissements ce qu'on appelle un noyau dur de passionnés. Bien sûr. Ce noyau dur, il est ce qu'il est. Il ne représente pas automatiquement des effectifs considérables. Pour que ça marche, il faut s'appuyer sur ce noyau dur pour faire passer l'information. Nous avons donc prévu des séquences de formation au niveau des enseignants. Dans un premier temps, on s'est d'abord appuyé sur tous les enseignants qui étaient sur Argos.
ont d'abord travaillé la formation sur ces personnes-là. En fait, quand ils ont vu la démonstration de ce qu'était le NT ITOP, là, précisément, sur une plateforme industrielle, ils ont vu les possibilités, les facilités d'utilisation. En fin de compte, c'était un élément attractif parce qu'on leur présentait un nouveau système et un système qui était plus facile d'accès, qui leur donnait des possibilités plus grandes et qui avait aussi la possibilité de, comme on dit, avoir plusieurs portes qui s'ouvraient. Ce qui fait que le groupe a d'abord été convaincu. Mais on est donc passé d'un groupe de 7, 8, 10 personnes à un groupe de 50. Et ce groupe de 50 s'implantant, il a fallu qu'il se mette en place, mais on s'est aperçu assez vite qu'on avait des milliers de connexions qui se sont mis en place, donc ça marchait. Eh bien, il s'est élargi parce qu'on a élargi le cercle. C'est-à-dire qu'après, il y a eu d'autres personnes qui sont associées. Il n'empêche que dans un établissement, même expérimental comme le nôtre, on a ce qu'on appelle des poches de résistance. On a des personnes qui, par rapport à l'espace numérique de travail, sont réticents. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que l'espace numérique de travail fait l'objet régulièrement de la part des parents d'élèves d'observations et d'interrogations au niveau du conseil d'administration pour, améliorer tel et tel secteur, tel ou tel accès, etc. Reposant des problèmes sur des codes, etc., etc. Pour moi, ça veut dire c'est aussi le succès, parce que du moment où ça devient un sujet qui est important et qui s'est porté par les parents eux-mêmes, ça veut dire qu'on a atteint, même si c'est jamais complet, on a atteint très largement notre objectif. Et dans un établissement comme le nôtre, qui géographiquement a un système de ramassage scolaire qui s'étend sur des distances très importantes, cette qualité d'information qui s'ajoute, en fait, qui ne peut pas être un élément unique, mais qui arrive en complément de la démarche didactique pédagogique, c'est pour nous un plus extrêmement important et visiblement qui est apprécié par les élèves, parce que dès qu'il y a le moindre problème, ils ont été rares avec le système qu'on a choisi, mais dès qu'il y a un moindre problème, on en est informé. C'est-à-dire que les gens disent ce week-end il y a eu un bug, mais le fait que ça réagisse aussitôt, ça veut dire que c'est devenu extrêmement important. Et le problème des ressources en ligne, est-ce qu'il a été posé? Comment vous l'avez réglé? Alors, le problème des ressources en ligne, comme on est en expérimental et qu'on sait que la région va faire des propositions, on est resté quand même un petit peu en réserve. Sur ce plan-là, on est vraiment resté sur le schéma assez classique, plutôt de groupe de travail. D'accord. Bon, alors justement, tu viens de le dire, la région a pris une décision. Récemment, elle n'est pas publique, semble-t-il, pour le moment, de confier à une entreprise le soin de mettre en place dans tous les lycées d'Aquitaine une plateforme d'espace numérique de travail. Ça ne sera pas ITOP, puisque, d'après ce que l'on a pu savoir, ITOP n'a pas soumissionné. Il va donc falloir changer de plateforme. Est-ce que vous appréhendez? Comment ça se passe? Par rapport au cahier des charges qui avait été défini par la région, on avait un cahier des charges paradoxalement qui était proche de celui d'ITOP, soyons honnêtes. Il est évident que notre expérimentation a été sans doute une de celles qui a été la plus confortable, qui a peu posé de problèmes et qui a été relativement bien assimilée. Je sais qu'il y a d'autres expérimentations qui ont été plus chaotiques. Alors, est-ce que ça venait des équipes, la mise en place, etc. C'est difficile, mais je crois qu'il y avait quelquefois la plateforme elle-même, au départ, qui posait un certain nombre de difficultés. Ce qui est à souhaiter, c'est que la plateforme qui sera en place, garde cette convivialité qu'on avait, donc je n'en doute pas, mais surtout soit vraiment un élément de fusion de différents systèmes. Il n'y aurait rien de pire que d'avoir, en plus d'une porte principale, d'autres portes. L'intérêt, c'est ça. Si on a cette solution-là, cette situation-là, et je ne doute pas qu'on l'ait, nos équipes seront tout à fait à même de pouvoir mettre en place le nouveau système, qui ne devrait pas d'ailleurs, sur le plan de la conception générale, être extrêmement différent. Très bien, on va passer à un autre sujet tout à fait différent. Tu es également secrétaire académique du SNPDEN en Aquitaine, syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale, qui doit organiser son congrès à Lille au début du mois de mai prochain. Un des points qui fera certainement l'objet de débats concerne la décision du gouvernement de confier l'évaluation des personnels enseignants aux chefs d'établissement. Quelle est ton analyse sur cette proposition? Ce que je remarque, c'est que le texte sur l'évaluation va être présenté un peu dans la précipitation au cours de cette semaine, je crois, au niveau du CTM. Comité technique ministériel. Voilà. Après un premier CTM qui avait été boycotté, je pense que cette précipitation est un peu préjudiciable à ce genre de mesures. C'est-à-dire qu'il sera certainement nécessaire à terme de revoir les modalités de mise en place de cette évaluation. Évaluation, et de toute façon, elle devait être revue. Le système tel qu'il était devenu obsolète et tout le monde,
je dirais, quels que soient les syndicats, reconnaissait son absurdité. Là, maintenant, les propositions qui sont faites sur l'auto-évaluation, l'implication des IAIPR, puis, en finale, l'évaluation par le PERDIR, pourrait être une piste, en effet, qui satisfait certains. J'ai le sentiment que derrière ce schéma qui semble très simple, il y a quand même beaucoup de contraintes, beaucoup plus nombreuses qu'elles n'apparaissent dans un premier temps. Et il sera sans aucun doute, et je le souhaite, nécessaire de revoir sans aucun doute un certain nombre de contours de cette évaluation. Mais le point de vue des personnels de direction sur l'évaluation des enseignants, ils sont en contact permanent avec les enseignants. Est-ce à eux véritablement de noter, d'évaluer quelle doit être la place de l'IAIPR? Et est-ce que l'auto-évaluation, c'est pas un rapport avait été fait en ce sens? Je crois que c'est le rapport Monteil avait été fait sur l'auto-évaluation comme étant un des éléments permettant l'évaluation des enseignants. Est-ce que ces 3 points ne méritent pas quand même d'être approfondis, d'être recherchés, de façon à ce qu'on arrive à une synthèse plus acceptable pour les enseignants? Parce que évaluer des enseignants, c'est aussi faire en sorte qu'ils acceptent que l'évaluation soit mise en œuvre dans ce contexte. Oui, tout à fait, mais c'est ce que j'indiquais, c'est-à-dire je pense que la réflexion sur l'évaluation doit être conduite. Elle a été conduite, mais j'ai le sentiment que la précipitation, c'est-à-dire la volonté de sortir un texte à tout prix, fait que les contours de cette évaluation sont sans aucun doute assez mal définis et en fait, il s'appuie dans un schéma contraint, c'est-à-dire que l'enveloppe est la même et les contraintes existent en amont, c'est-à-dire que la validation de l'auto-évaluation fixera un cadre, quoi qu'on dise, et on dit que le personnel de direction fera après l'entretien son évaluation. Oui, son évaluation sera de toute façon encadrée. Dans quel contexte? Quelles sont aussi les limites de la situation antérieure? C'est-à-dire les évaluations antérieures des enseignants, elles ne sont pas en situation d'inexistence. Donc il faudra sans aucun doute, je pense, repenser un certain nombre de modalités, parce que je crois que les choses ne sont pas si simples. Or actuellement, on est très près d'une démarche de simplification, c'est-à-dire, a priori, on monte un système en n'ayant pas automatiquement la vision de sa mise en œuvre. Dernière question, mais très rapide, en quelques mots. N'as-tu pas le sentiment, en cette période électorale, que 2012, ça sera quand même une année importante dans une autre approche de ce que peut être l'éducation nationale dans notre pays, quels que soient les résultats des élections? Alors pour nous, ça va être une année importante, mais je répondrai déjà parce qu'on a un congrès. Donc le congrès que nous allons avoir du 7 au 11 mai va être déterminant parce qu'il va définir des mandats. Ces mandats vont donner un cadre dans lequel on va travailler. Donc elle est déterminante par cela. Si on peut considérer qu'elle est déterminante par rapport au message politique qui est donné actuellement, je pense que la campagne telle qu'elle est une succession en effet d'annonces. Nous, notre démarche, elle est un peu en dehors de cela, c'est-à-dire on est sur la continuité, sur une réflexion sur des éléments fondateurs, sur le métier, sur nos valeurs, sur ce qu'on attend de l'éducation nationale et du service rendu aux élèves. Donc, disons que notre démarche est peut-être un peu différente. Merci beaucoup. Voilà.